D'abord, Connexio est une société qui accompagne ses clients dans la productivité et la performance commerciale. Notre premier objectif, c'est de mettre en relation les commerciaux de nos clients avec des prospects qualifiés qui savent pourquoi ils sont amenés à les rencontrer pour créer un contexte favorable de développement commercial. C'est une entreprise de performance commerciale également parce qu'on s'intéresse aussi à la transformation de ces rendez-vous en nouveaux business. Finalement, le commerce ne serait que de la mécanique et que de l'arithmétique. Et si on veut opérer une synergie positive, il faut que les ingrédients soient bien positionnés et soient dans le bon sens. Si on veut que les commerciaux de nos clients soient les plus productifs possibles, il faut les mettre uniquement là où ils ont le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire au contact physique de prospects qualifiés. Eh bien, pour nos collaborateurs qui sont des commerciaux sédentaires, c'est la même chose. Si on veut que la synergie positive opère et qu'ils soient le plus productifs possible, il faut qu'on leur donne des bases de données qui répondent et qui soient les plus pertinentes possibles. Donc on a toujours historiquement passé beaucoup de temps à segmenter, à bien comprendre les critères de ciblage, les profils des entreprises que ciblent nos clients et pour constituer des bases qui soient des bases pertinentes. De surcroît, on avait une problématique à ce moment-là qui était une problématique de joignabilité. Et donc, quand on a des collaborateurs, des commerciaux sédentaires qui appellent des faux numéros, des répondeurs ou des NRP, donc des ne répondent pas, c'est pas de la productivité. C'est de la perte de temps. Et là, on tombe dans la perte aussi d'argumentation, d'argumentaire, et finalement dans une contre-dynamique. Et effectivement, quand vous nous avez sollicité, il se trouve qu'on était sur cette recherche de gain de productivité avec un problème à résoudre. C'est comment on fait pour ne plus appeler des faux numéros ou des répondeurs ou des NRP. Et bien une fois qu'on fait ça, forcément, comme la loi des nombres l'emporte, on appelle plus de contacts qualifiés, donc de contacts qui décrochent. On peut les classer dans un certain ordre, des plus appétants aux moins appétants, et mettre tout de suite nos équipes dans une dynamique d'appel, mais aussi une dynamique de succès. Et on le sait bien, quand les commerciaux ont du succès, ils provoquent du succès. Alors, d'abord, il y a une crainte au départ, qui est qu'on est dans un schéma extrêmement quali, d'une confiance importante de nos clients et donneurs d'ordre vis-à-vis de nos méthodes, de la revendication d'être dans une relation très humaine, très personnalisée. Bon, elle a été levée par, en premier lieu, l'écoute de votre approche vis-à-vis des prospects. Et puis ensuite, les tests ont montré que, effectivement, quand on évince la mauvaise partie du fichier, celle qui n'a pas d'utilité, bien forcément, on gagne en productivité. Puisque là où sur 10 appels, on appelle 3 répondeurs, si on les évince, on a 10 appels aboutis, argumentés et avec du sens. Donc forcément, on est dans une meilleure dynamique d'argumentation. Forcément, on ne perd pas de temps avec des numéros inutiles. Forcément, on gagne en productivité. Forcément, nos collaborateurs gagnent en satisfaction. On va pas se cacher que le recrutement est une préoccupation évidente de toute entreprise actuellement, nous comme les autres, et de donner du confort et de donner du plaisir et de donner de la performance à nos collaborateurs, c'est un axe différenciant et de fidélisation, puisque en étant plus performants, ils sont aussi mieux rémunérés, et en étant mieux rémunérés, ils sont aussi plus épanouis. De le rentrer de façon systématique dans l'ensemble de nos campagnes pour à chaque fois avoir un fichier utile à 100%, enlever toute la part qui n'est pas exploitable et en même temps la trier en ce qui est extrêmement appétant et ce qui l'est beaucoup moins, oui, on a besoin de le systématiser parce que de cette manière-là, on aura toujours une dynamique de lancement de campagne plus forte, une confiance plus forte dans la campagne, une croyance aussi qui sera exacerbée, et la croyance chez les commerciaux, c'est quand même l'essentiel. Et puis une part de fichiers qu'on ne traitera jamais parce que vous l'aurez fait pour nous et qu'on saura par avance qu'il est inutile de la traiter. Le coût humain
fait qu'il vaut mieux le faire traiter par un robot que par un salarié. Et en même temps, le sens donné à notre mission, elle n'est pas d'appeler des faux numéros. Ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Non seulement ça n'en a pas économiquement, mais en plus ça n'en a pas intellectuellement. Donc on a besoin effectivement de l'amplifier et de le systématiser parce que c'est le sens de l'histoire en termes de productivité commerciale pour nos équipes. Là où on pourrait aller plus loin, c'est dans le fait de pouvoir traiter les données que vous avez exploitées au fil de l'eau. Et de pouvoir ainsi, dès qu'on a l'information que ça répond et qu'on a qualifié de question, eh bien qu'on puisse le rappeler dès le jour même ou dès le lendemain ou dans la semaine, mais de façon peut-être plus proactive pour l'optimiser encore davantage. Ma vision de la prospection, c'est qu'on est sur un outil qui est de la prospection commerciale par téléphone, ce qui n'a rien à voir avec de la prospection téléphonique. J'ai bien dit de la prospection commerciale par téléphone, donc avec des gens qui sont des commerciaux, qui s'approprient un discours, qui le reformulent de façon naturelle, dynamique et commerciale. Il faut avoir cette compétence-là, mais en face avoir des fichiers qui soient ad hoc et qui soient exploitables. Quand on donne des fichiers qui ne sont pas exploitables à des gens qui sont performants, eh bien on nuit à leur productivité, on nuit à la dynamique de la campagne, et on les endort, et en les endormant, on casse le rythme du discours. Quand notre vocation, c'est de faire... notre vocation, on a des superviseurs chez nous qui ont 3 missions. Du coaching et du coaching. Si on veut faire du coaching, il faut qu'il y ait des appels. S'il n'y a pas d'appel, on n'est pas dans une... on n'a pas d'interaction avec les prospects, on n'a pas de chance d'interaction avec les prospects, et si on veut une belle cible, eh bien, il faut d'abord bien la choisir, bien la sélectionner, pourquoi pas aussi la segmenter. Avec beaucoup de nos clients, on segmente de plus en plus pour ne pas avoir une cible et un fichier, mais avoir plusieurs cibles et plusieurs segments de cibles et parler aux gens au plus près d'eux-mêmes. Leur parler d'eux, basiquement. Eh bien, si on leur parle d'eux et si on considère qu'une belle cible, ce serait comme une belle côte de bœuf, eh bien, il faut bien la choisir. Il ne faut pas qu'elle soit trop grasse. Mais il faut qu'il y ait un peu de gras quand même, il faut qu'elle soit un peu piquée, sinon on perd d'opportunités. Et ensuite, il faut bien la segmenter, c'est-à-dire bien la couper en tranches, pas trop fine parce que il faut que ça soit appétissant, mais pas trop épaisse non plus. En même temps, on dégage les os et on dégage le gras, les faux numéros et les NRP pour ne garder que la partie de la viande qui est réellement exploitable. La prospection, c'est un vrai métier. C'est un métier de spécialiste. C'est un métier où il faut de l'expertise. Et c'est un métier où il faut mettre de l'intelligence commerciale. De plus en plus, il faut adresser un message qui soit personnalisé, qui corresponde à une attente, à un irritant, à un point de douleur du segment de prospect que l'on sollicite. Et il faut aller l'adresser à une cible de plus en plus propre, concernée, qualitative. Et aujourd'hui, la sélection des fichiers que l'on fait, l'analyse des portefeuilles clients de nos clients que l'on intègre, est complété par le fait d'avoir un fichier 100% exploitable parce qu'il est passé dans les mains de Starlead. Moi, j'attends quelqu'un qui m'appelle pour me dire « J'ai compris votre métier, le risque, il est là, on a des solutions pour vous, on aimerait vous en parler », qui m'interroge et qui me pose des questions. Aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui posent des questions et beaucoup de gens qui envoient des arguments. Et je ne parle même pas des opérateurs de téléphonie qui font carrément peur. Sans segmentation, sans intelligence commerciale, il ne se passera plus rien. Et c'est vrai pour tous les canaux. C'est-à-dire que quand tu me sollicites sur LinkedIn, c'est la seule fois où je réponds parce que ça a un rapport avec mon métier, parce que ça correspond à un point de douleur actuel et que ça a du sens. Mais la plupart du temps, on est sur des canaux qui sont extrêmement puissants en termes de ROI, mais qui sont tellement mal utilisés qu'ils sont gâchés. On ne peut plus appeler n'importe qui pour dire n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison de ceux qui ne veulent pas trop se fatiguer et qui ne réfléchissent pas trop et qui considèrent que leur marché, c'est les entreprises. Bon, nous, on fait que du B2B, mais pour des particuliers, c'est encore pire.
Si je considère en B2B que mon marché, c'est les entreprises et qu'elles correspondent à un certain effectif, et bah, c'est vite fait. Hein. Et effectivement, je veux me priver de personne. Mais choisir, c'est renoncer. Il faut savoir renoncer à certains segments de cible. Il y a d'un côté des exceptions et de l'autre côté des accidents. Ma cible, c'est la réalité de ceux qui correspondent au profil de mes clients réels. Et prospecter, c'est aller dupliquer tous ceux qui ressemblent à ma cible. Mais dedans, il faut que j'enlève les effets de bord, les accidents et les exceptions. Sinon, si je me base là-dessus, forcément, je prends tout le monde, et quand je prends tout le monde, je ne parle plus à personne. Et puis une fois que j'ai bien choisi ma cible et mon cœur de cible, il faut que j'accepte aussi de faire le travail de découpage et donc de segmentation. Et ça, peu de gens savent le faire. C'est toujours difficile de le faire pour soi d'ailleurs. C'est plus facile de le faire pour les autres que de le faire pour soi. Parce que renoncer, c'est déjà compliqué. Parce qu'on se dit, j'ai des clients et ça serait quand même dommage de ne pas l'avoir eu. Mais en même temps, c'est un accident, c'est un accident. Les accidents, on ne peut pas les provoquer, ou alors c'est malsain. Mais en tout cas, ce qu'on peut provoquer, c'est de regarder son portefeuille client avec réalisme, avec analyse de data, et de savoir comment le découper pour en faire des segments de cible pertinents. Mais on ne pourra pas parler à tout le monde de la même façon. Je disais tout à l'heure que chez les commerciaux, il y a un phénomène qui tient beaucoup à la croyance. Personnellement, moi j'ai beaucoup de croyances. Je ne crois par exemple pas à la visio. Un rendez-vous de prospection en visio, pour moi c'est une hérésie. Après, l'entretien de la relation, quand on se connaît, quand on s'est déjà vu, que la relation est établie, on fait de l'entretien et puis on fait de l'avancement de projet. La visio est tout à fait adaptée. Mais créer une relation interpersonnelle sur de la visio, c'est déjà une anomalie. On perd en productivité de façon considérable. Post-Covid, on a interdit tout rendez-vous en visio auprès de nos équipes. Et on est revenu fort naturellement à 98% de rendez-vous en physique. Comme quoi, il n'y avait pas de résistance de la part des prospects. Ils étaient bien en attente de rencontres. Eh bien, pour le mobile, à mon sens, c'est à peu près la même histoire. C'est-à-dire que appeler quelqu'un sur son mobile si on n'y a pas été invité, c'est super intrusif. Le risque, c'est le refus, c'est le rejet, c'est le raccrocher, c'est l'hypercute. C'est extrêmement violent. On appelle, nous, sur du mobile. Une fois qu'on a eu le standard et qu'on nous a donné un numéro et qu'on appelle ensuite en ayant eu l'autorisation de le faire, on est considérablement bien reçu. Mais si on appelle quelqu'un sans y avoir été invité sur son mobile, qui est un numéro personnel, c'est comme une ligne directe, plus qu'une ligne directe, parce qu'en plus de ça, on ne sait pas à quel moment on va le joindre, dans quelle situation il est quand on l'appelle. C'est pas forcément le meilleur contexte pour approcher quelqu'un. Alors certes, peut-être que la joignabilité est meilleure. Aujourd'hui, on fait 9 tentatives d'appel en moyenne avant de joindre l'interlocuteur, en passant effectivement par les numéros traditionnels de l'entreprise qui sont le standard. Mais on a des gens, quand on les joint, qui sont à leur bureau, forcément, qui sont à l'écoute. En tout cas, on peut provoquer la notion d'écoute, parce qu'ils ne sont pas en mouvement, et qui sont disposés à nous écouter parce qu'ils sont dans un cadre de travail attendu où ils peuvent recevoir des appels. Je ne crois pas qu'on puisse appeler des gens quand on ne les connaît pas, que c'est la première fois qu'on les sollicite, qui n'attendaient pas notre appel de façon aussi intrusive que de les appeler sur leur mobile. En tout cas, j'en ai pas la règle établie, j'en ai pas la statistique. En tout cas, moi je sais que quand je reçois un appel sur mon mobile, en général, c'est pas très adressé et c'est jamais le bon moment. Alors là, effectivement, d'appeler un standard. Alors un standard, il a un rôle assez différent selon la taille de l'entreprise. Quand on appelle dans une entreprise de 10 personnes, le standard c'est tout le monde. C'est parfois même le dirigeant lui-même. Mais peu importe finalement qui décroche, la personne qui décroche a de l'information. Elle sait qui est son patron. Elle sait qui décide de quoi, selon le sujet sur lequel on l'interpelle. Elle sait à quel moment il faut le joindre. Elle sait à quel moment il est plutôt de bonne humeur. Elle sait qui sont nos concurrents parce qu'elle les a vus passer ou elle les a entendus appeler. Elle sait quelles sont les échéances parce qu'elle a vu un courrier passer ou elle a entendu qu'il y a eu une conversation. Elle sait tout un tas de choses. Alors effectivement, le travail de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice qui décroche,
Ce travail de relation, il est essentiel parce que c'est aussi cette personne-là qui va décider de nous passer ou pas l'interlocuteur. La crédibilité qu'on va avoir avec cette personne-là, le lien interpersonnel qu'on va créer, même s'il est furtif, il est essentiel et effectivement, il permet de glaner l'information. Il n'est pas juste un barrage, il est aussi une source d'information. Et parfois, on est surpris. C'est parfois le décisionnaire qui se cache derrière le premier décroché. Et puis, de toute façon, généralement, même quand on a des fichiers nominatifs, entre la tâche et la fonction, il peut y avoir un écart. Il y a celui qui s'occupe des achats sur le papier, puis il y a la réalité du décisionnaire qui n'est pas toujours le même selon le sujet. Et la personne qui décroche, la personne qui joue le rôle du standard, sait parfaitement, dans 90% des cas, vers qui nous orienter. Il y a juste à poser la question. Alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est tout l'enjeu de notre positionnement à venir. Oui, il y a une différence entre un commerçant et un commercial. Un commerçant, celui qui reçoit, qui sait accueillir, qui sait répondre à la demande, voire la compléter. Je vais acheter un costume, je partirai avec 3 chemises et une cravate en plus. Et je serai bien reçu. C'est déjà un bon commerçant. Et un commercial, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui va aller chercher là où il a identifié qu'il pouvait y avoir un besoin. C'est lui qui va le révéler. Et c'est lui qui va aller faire une proposition sur un schéma de vente un peu plus long. 3, 4, 5 rendez-vous, puisque 80% des affaires se font au-delà du 5e rendez-vous. Donc, une vente peut-être plus complexe et plus technique, plus basée sur de la découverte, alors que dans un premier temps, le commerçant, lui, va répondre plutôt à une demande. Ce ne sont pas du tout les mêmes profils. C'est pas... Donc, en fait, la question à se poser, c'est quand on lance une campagne de prospection, c'est est-ce que mes commerciaux sont prêts? Est-ce que ce sont des éleveurs? Est-ce que ce sont des chasseurs? Est-ce que ce sont des commerçants? Est-ce que ce sont des commerciaux? Bon, si ce sont des commerciaux chasseurs, tout va bien. On peut y aller, sinon on les met en danger. Alors, il y a effectivement beaucoup de commerciaux qui vont au R1 considérant que c'est un entretien de vente, et c'en est pas un. Et d'expliquer à des commerciaux qu'on va à un rendez-vous, mais pas pour vendre, c'est quand même assez particulier, c'est déroutant parfois. Et puis l'objectif du R1, il doit déboucher sur un R2, et pas forcément sur autre chose. Et donc de vouloir faire la vente au premier rendez-vous, c'est de se mettre en danger parce qu'on ne va pas y arriver. Et puis en plus de ça, pour faire du business, il faut créer de la confiance. Il faut créer un lien interpersonnel. Je parle de vente de prestations de services, je parle de vente de biens manufacturés d'une certaine valeur, d'équipement ou d'investissement. Je ne parle pas de consommables. Et donc l'entretien, il est destiné simplement à comprendre l'environnement, l'univers, les besoins, les attentes d'un prospect qui n'a rien demandé, qui n'a pas de point de douleur réellement ressenti, et de créer avec lui un lien interpersonnel fort. En fait, en lui posant des questions, on génère trois comportements. 1, je réponds aux questions, donc je donne de l'information, ça sera toujours utile. 2, en répondant aux questions, je prends conscience de mon besoin, et donc je me le révèle à moi-même. Et 3, en répondant à des questions, je crée un lien interpersonnel, puisque quand je commence à répondre à quelqu'un, je m'engage dans quelque chose, et c'est plus difficile ensuite de dire non. Et donc les attentes du premier rendez-vous, elles doivent être celles-ci, c'est de dire, je vais faire connaissance avec quelqu'un, et je vais prendre plaisir à découvrir un nouvel environnement, un nouveau métier, des nouvelles méthodes, et aller me nourrir de ce qu'il va me dire, et ensuite de créer une relation qui permettra, dans un deuxième temps, de lui faire une offre de solutions adaptées à son fonctionnement. Il n'est pas question de préparer quoi que ce soit. Il n'est pas question d'arriver avec une proposition. Il n'est pas question d'arriver avec un PowerPoint de 40 slides, ni même de 3. La compétence d'un commercial, il doit en avoir 2. La première, c'est de connaître son produit, de connaître son entreprise, de connaître sa solution, de savoir ce qu'elle peut offrir et les limites de ce qu'elle peut offrir pour ne pas aller trop loin ou de savoir dire non. Et il doit savoir surtout écouter son prospect pour comprendre de ce dont il a besoin, comment il fonctionne. Et puis après, il doit savoir faire l'amalgame des deux. Et là, c'est l'intelligence commerciale qui me fait dire que
je sais ce que je peux proposer, je sais ce que l'autre a besoin, et avec l'association des deux, je sais quelle est la proposition de valeur que je peux offrir à mon prospect. Notre métier à nous, d'ailleurs, déjà lors de l'appel, c'est de qualifier ou de disqualifier. Si le prospect ne correspond à rien aux critères de la cible, si on est en mesure de ne répondre à rien de ses besoins, ou si notre offre ne correspond à aucune de ses attentes, c'est de la disqualification. Notre objectif, c'est de faire de la productivité commerciale, c'est-à-dire c'est d'emmener des commerciaux auprès de prospects qualifiés qui ont ou un projet, ou un besoin, ou une attente, ou un intérêt. C'est pas de les emmener n'importe où. Et donc, effectivement, il faut savoir qualifier et prendre un rendez-vous, et disqualifier pour éviter de perdre notre temps. C'est la même chose lors du rendez-vous, c'est de continuer à qualifier ou à disqualifier.